Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous voir si nombreux et si nombreuses pour cette rétrospective, donc David Lean, qui va durer jusqu'au 4 janvier. Tout David Lean, tous les films, entre autres Laurence d'Arabie, samedi dans la grande salle. Bref, vous avez le programme, vous connaissez le programme, vous connaissez sans doute certains de ces films, mais pas tous. La période anglaise, à mon avis, reste à redécouvrir. Hier soir, nous avons ouvert la rétrospective avec le très beau film Le Mur du Son, qui reste à découvrir ou à redécouvrir pour certains. Bref, voilà, une façon de visiter ou de revisiter l'œuvre d'un grand cinéaste de l'intime, mais connu aussi pour son gigantisme. Et puis ce soir, donc une projection, non pas de son premier long métrage, loin de là, mais de l'un de ses films les plus connus, et sans doute le plus connu de la période anglaise, Brief Encounter, Brève rencontre, qui sort en Angleterre en 1945 et en France en 1946, et qui place ou replace, disons, l'Angleterre sur la carte du cinéma. Si vous êtes si nombreux, c'est parce que ce film aussi a une réputation. D'ailleurs, qui le voit pour la première fois? Voilà. Muy bien. Et donc, surtout, pour parler de ce film, on a le plaisir d'accueillir à la Cinémathèque française Kevin Brownlow. Kevin Brownlow va être à mes côtés dans un instant pour vous dire quelques mots du film en introduction, mais surtout, après la projection, le film fait à peine 1h30, nous aurons avec Kevin Brownlow une discussion. Pourquoi avec lui? Parce que Kevin est à la fois un grand restaurateur de films, un immense historien du cinéma et en particulier du cinéma muet, mais il est aussi le biographe de David Lean. Il l'a rencontré, il a fait des heures d'entretien avec lui, ces heures d'entretien ont servi à écrire la biographie qu'il a consacrée au cinéaste anglais. Bref, pour toutes ces raisons-là, on est ravis d'accueillir à la Cinémathèque Kevin Brownlow. Merci de me rejoindre, Kevin. Et Anaïs Duché va traduire les propos de Kevin maintenant et pour la discussion d'après. Okay. Delighted to be back at the Cinematheque again. Cine Guild was keen on a historical subject. Cine Guild being David Lean, cameraman Ronald Neame, and producer Anthony Havelock Allen. So when Noel Coward heard about this historical subject, he said, "My dears, what do you know about costumes?" And Noel Coward said, Ronald Neame said, we let him pretty well. We knew pretty well the way Noel wrote, and so we just let stand-by dialogue do until we saw him in person, and then he could correct it. I remember on... Ravi. C'est bon. Donc je suis ravie d'être de retour ici à la Cinémathèque. La Cine Guild, qui était la société de production qui avait été créée par David Lean, le chef opérateur Ronald Neame et le producteur Anthony Havelock Allen, aimait beaucoup le sujet historique de Marie, de la reine d'Écosse. Et quand Noel Coward a appris ça, il s'est exclamé mais cher, qu'est-ce que vous connaissez au costume? Et Neame a dit en fait, on sait comment Noel écrit, et en fait on laisse le dialogue respirer, on le laisse venir sur place pour corriger. I remember Noel on one occasion said to us, Cine Guild,
which of my little darlings wrote this brilliant coward dialogue? And he would then pace up and down the room, and he would pour the dialogue quicker than our pencils could write it down. And in 3 days, says Ronald Neame, he thinks it was 3 days that he produced the play of Blythe's Spirit. And Coward said, I did do it. I did put it down in 3 days, but it had the whole of my life behind it, you know. And about 10 days later, he had a full script of what he entitled Still Life, said Neame. I read it and I said, no, I don't think it's any good. It's got no surprises. It's not intriguing. You're not saying to the audience, watch carefully, this is interesting. And I think I'll stop there. Et une fois, donc, Ronald Neame raconte qu'il est arrivé Noël Coward en disant « Lequel de mes chéris a écrit ce petit bout de dialogue ?» Et puis, il s'est assis et il s'est mis à écrire plus vite que n'importe qui, qu'on pouvait suivre, ou presque plus vite que son crayon. Et il dit qu'il a écrit en 3 jours l'équivalent, enfin le texte qui allait servir donc de première version à ce qui deviendrait Still Life, la pièce dont est tiré le film. En le lisant, les producteurs au début ont dit c'est pas bon ça, il n'y a pas de surprise, c'est pas intriguant et il n'y a pas voilà, des éléments dans l'histoire qui nous disent regardez, ça va être captivant. Voilà. Et donc pour la suite de la discussion. Non, pas maintenant. Après. Ah. Donc la suite après, et effectivement Still Life de Noël Coward est la pièce en un acte qui a donné naissance au scénario du film Brief Encounter. Donc on vous racontera après comment tout ça est devenu un scénario et surtout comment s'est passé le tournage et le choix des acteurs. Voilà, bonne projection et à tout à l'heure pour la suite. Bien, quelques mots sur le film, sur Brief Encounter, en présence de Kevin Brownlow. Avant de lui donner la parole, avant de vous demander, Kevin, quelque chose, juste rappeler donc, que c'est un film, je le disais, qui a été tourné à l'hiver 1944-45, qui est donc tourné pendant la guerre. La déclaration, la capitulation de l'Allemagne en mai 1945 surviendra pendant le tournage. Il y aura même une journée d'arrêt du tournage pour fêter ça. C'est le 4e long métrage de David Lean, puisqu'il a commencé sa carrière en 1942, sa carrière de réalisateur. Et avec Kevin Brownlow, on pourra revenir sur justement le cheminement de David Lean qui l'a mené à la réalisation. Mais Kevin, avant toute chose, je voulais vous demander, vous venez de revoir le film avec nous, peut-être vous ne l'aviez pas vu depuis longtemps, et je voulais savoir... Et je voulais savoir quel effet ça vous a fait de le revoir et qu'est-ce que vous en avez pensé en le revoyant avec nous. I still think it's extremely moving and marvelous performances, and the art direction is so authentic that when I was writing the book, I went to find it. And I could not find it, so I called the art director and he said, "Oh, I built it." That street that you keep seeing.
is so, isn't it, with all the rain in the puddles and the holes in the pavement? It's a marvellous comment on what British films could do in those days. C'est un film que je trouve toujours extrêmement touchant et avec l'interprétation des comédiens qui est incroyable. Et il y a une très grande authenticité dans les décors, si bien que quand j'ai écrit le livre sur David Lean, j'ai cherché à retrouver les lieux de tournage. Je les ai pas trouvés et j'ai appelé donc le décorateur qui m'a dit non mais j'ai tout construit en fait. Et c'est d'une grande véracité, cette rue que l'on voit tout le temps où il se retrouve, la pluie, les flaques, et c'est en voyant ce film qu'on se dit que c'est comme ça qu'on faisait un film et qu'un film pouvait être à son meilleur à cette époque-là. I must tell you that I went to meet somebody on a totally different subject, and his wife came in and said, I hear you're doing a book about David Lean. And she said, I went to Venice with David Lean. And she went up to the attic and came down with the film that Lean had taught her how to shoot. And there were so many shots of bridges, and they're repeated in this film with the sunlight, dappled sunlight on the water reflecting it. It's wonderful stuff. And it's a home movie. It was a home movie. Home movie. And she said that they had broken up and she decided to go home, and she said it was exactly like the doors slamming, the train preparing to leave. It was all perfectly. And she couldn't bear it. She got out at Manchester, came back down to London, and they ran into each other in Piccadilly. Oh. I wonder how the husband took all this in the next room. Alors, pour un sujet totalement... It was untold, you said. Untold, no? You said it was untold? No. 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 Okay. No. Donc, pour un sujet très différent, j'ai quelqu'un que j'ai rencontré, que je voyais comme ça, à un entretien que je passais avec quelqu'un, et sa femme, la femme de ce monsieur, est arrivée dans la pièce, et elle est venue me parler de David Lean, parce qu'elle avait entendu dire que je faisais un livre sur David Lean. Et elle m'a expliqué qu'elle était allée en voyage à Venise avec David Lean, et qu'elle avait tourné des images, un petit film sur le soleil, sur les ponts de Venise, et le soleil sur les canaux. Et que ensuite ça s'était mal fini entre eux, qu'ils avaient rompu, qu'elle était rentrée en Angleterre parce qu'elle n'avait pas supporté, et que vraiment la scène où elle est partie, où elle a décidé de rentrer, ressemblait exactement à la scène où la porte se referme quand ils se séparent là, dans ce film-là, dans la gare. Et elle m'a raconté ça, et c'était encore très vivace dans son esprit. Donc je me demande comment son mari, donc que j'étais venue voir au départ, qui m'entendait raconter cette histoire, comment son mari a pu prendre la chose. C'est une histoire étonnante, étrange, mais... Mais ce qui est vrai, c'est que quand on voit le film, on est impressionné par la mise en scène, la direction artistique, les acteurs. Et c'est vrai que ce film, lorsqu'il est sorti en Angleterre en 1945, en France en 1946, ça a été, pour ceux qui ont découvert ce film, une grande surprise. Et donc c'est un film qui a mis si je puis dire, le cinéma anglais sur la carte du cinéma mondial. Well, sorry to interrupt you, but I've just remembered that the film, and this is, I've just remembered that David Lean told me the film was inspired by a Gaumont French film with Charles Boyer and Michel Morgan, whose title I can never remember. Orage. L'Orage.
Alors donc je viens de me souvenir que David Lean m'avait dit qu'il s'était inspiré pour ce film-là d'un film Gaumont avec Charles Boyer et Michel Morgan qui s'appelait donc L'Orage. 1937. Exactly. So it was a surprise for the audiences to discover this film in 47, 45, 46 because it puts British cinema on the map in a way. This film, I'm afraid I'm a bit deaf. take the mic to speak. So when this film came out in 45, 46, it was very surprising to audiences because it was a way of putting British cinema on the map in a way, right? Yeah, absolutely, yes. Comment ce film, quand il est sorti en Angleterre, est-ce que ça a été en 1945 un succès? Was it successful when it was released in the UK? Yes. But there's something I have to read you Yes. about its success. What is success? Okay. Let's see if I can find it. Oh, it must be this. This is David Lean talking. I was making great expectations down at Rochester, which where the first print of this film came through, and I asked the local theatre if they would run a preview. Rochester was a pretty tough town in those days, and in the love scene, a woman in the front row started to laugh. I'll never forget it. And the second love scene, it got louder. And then the audience caught on and waited for her to laugh, and they joined in. And it ended in an absolute shambles. They were rolling in the aisles, partly, I must admit, laughing at the woman. She had such a funny laugh. I remember going back to the hotel and lying in bed almost in tears, thinking, how can I get hold of the laboratory at Denham and burn the negative? I was so ashamed of it. And thus began the career of a classic, one of the most famous and fondly remembered of all British films. But Rochester was a stupid place to premiere such a middle-class film because it was right next door to Chatham Dockyards, and the cinema was just packed with sailors. David admitted it had been inspired by Orage. Yeah. That must be the worst experience. Sorry. Oh gosh, I'm sorry. Donc David Lean parle. J'étais en train de tourner Grandes Espérances dans la ville de Rochester et j'ai récupéré la première copie de ce film, Brève rencontre, et j'ai demandé à Rochester, aussi dans un cinéma, j'imagine local, si on pouvait faire une projection en avant-première du film. Et pendant la première scène donc, de rapprochement entre les deux personnages, ou sans doute une scène d'amour, mais qui est en fait une scène de baiser, je pense uniquement, c'est ça qui est décrit, une femme au premier rang s'est mise à rire. Et puis ensuite, et ça c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, moi qui étais dans la salle, et ensuite le public dans la deuxième scène d'amour, elle s'est mise à rire encore plus fort. Et après le public autour s'est mis à attendre les rires de cette femme, et au bout d'un moment tout le monde se pliait en deux de rire, mais surtout aussi pour se moquer du rire de cette femme, qui était un rire un peu ridicule. Et moi je me souviens que quand je suis rentrée le soir, j'étais dans mon lit, j'étais en larmes, et par tous les moyens je me suis dit qu'il fallait que je brûle ce négatif. Et c'est ainsi qu'a commencé la carrière d'un film qui est devenu un classique, dont tout le monde garde un excellent souvenir, pour lequel tout le monde a une affection. Mais peut-être que c'était une mauvaise idée de le projeter dans cette ville de Rochester, qui était un film de classe moyenne un petit peu, et qui était montré donc, dans une ville où il y avait surtout des marins. I'll just read you this. There was a showing for Gaumont, who said, "Oh no, this is nothing, we don't want this at all." And the film went to Cannes, where it won the Critics' Prize, and had similar success on a smaller scale in New York. It ran for a solid 8 months,
and was nominated for an Academy Award, the first director of a British film since Corder to be so nominated. And David Lean, Anthony Havelock Allen, and Ronald Neame were nominated for an Oscar for their screenplay. Interestingly, they don't include Noel Coward. Yes. Yeah. Et donc le film, on l'a montré à Gaumont, qui a dit non, on n'en veut absolument pas de ce film. Et ensuite le film est allé à Cannes, où il a remporté le prix de la critique. Et ensuite il a continué sa vie en ayant un assez bon succès à New York, où il est resté à l'affiche pendant 8 mois. Et il a été nommé, il a eu une nomination à l'Oscar. C'était la première fois depuis depuis Alexandre Korda, qu'un Britannique avait cette nomination. Et donc les 3 scénaristes du film ont été nommés à l'Oscar, mais en excluant Noel Coward, qui n'est pas crédité pour le scénario. Peut-être qu'il faut expliquer aujourd'hui, en quelques mots, qui était Noel Coward. Parce qu'il a eu une importance capitale dans le cinéma de David Lean. C'est une grande figure de la culture anglaise. C'est pas quelqu'un de si connu que ça en France. Est-ce que vous pouvez décrire qui était Noel Coward et l'importance qu'il avait en Angleterre pendant la guerre et dans l'après-guerre? So can you, maybe for French audiences who are not as familiar with Noel Coward as the British, because he's such a prominent figure of British culture, can you maybe tell us who he was and how important he was in British culture in the war years and post-war years? He was tremendously important, but he had a period, I think it was around the war years, when the public turned against him, and he had a really tough time. But I do want to tell you a story about what happened when Noel Coward and the company of David Lean, who were going to make In Which We Serve, went down to the studio to see the set of the destroyer that had been torpedoed, and they had the grips and carpenters and so on had made the water absolutely disgusting. But Noel Coward knew he had a job to do, and he dived into the water fully clothed, and when he surfaced, he said in that unmistakable accent, "Dysentery in every ripple." What? What was that last one, sorry? Dysentery in every ripple. Wow, okay. Oui, donc c'était quelqu'un d'extrêmement important dans la culture britannique, mais il y a eu une période pendant la guerre, lors de laquelle le public s'est un peu retourné contre lui, donc ça a été très dur pour lui. Et donc au moment de la production du film, dont j'oublie le nom en français... In Which We Serve, c'est... Ceux qui servent en mer. Ceux qui servent en mer. Ceux qui servent en mer, un film de 1942, Voilà. qui est le premier film co-réalisé par David Lean et Noel Coward. Donc Noël est venu en studio pour voir les maquettes, enfin des navires torpillés. Il jouait un rôle dans le film, Noel Coward. Quand il est arrivé, l'eau qui avait été mise dans le décor était absolument répugnante. Mais bon, Noel Coward, qui était un grand professionnel, donc a plongé tout habillé dans l'eau. Et quand il en est ressorti, il s'est exclamé la dysenterie pour tous les remèdes. Et donc, Noel Coward, c'était un dramaturge, quelqu'un qui écrivait pour le théâtre et qui avait énormément de facilité à écrire, dans les années 30 par exemple. Et en France, pour le faire connaître, on le comparait souvent à Sacha Guitry. Donc c'est à la fois un acteur, un dramaturge, mais aussi un scénariste. Et dans la carrière de David Lean, au début de la carrière de David Lean, tous les 4 premiers films de David Lean ont un rapport avec Noel Coward. So Noel Coward was a playwright, a very prolific one. He wrote a lot, especially in the 1930s. And in France, he was compared to Sacha Guitry a little bit. Do you know that French player? Guitry, yeah, is a playwright and filmmaker. And so he was an actor and a screenwriter.
And David Lean's first 4 films are really deeply connected with Noel in many ways. So they had a really great working relationship. Say that last bit again, David. David Lean's first, 4 films. yeah, the first 4 films that he made. The first 4 films are deeply connected with Noel Coward. Oh yes, quite right. When it came to making what the Cine Guild people wanted to do, which was a film about Mary Queen of Scots called The Gay Galliard, Noel Coward said, "What do you know about costumes?" and was dead against it, which is interesting. But he had a tremendous influence on Lean, who was always referring to him in private life. You know, oh, Noel Coward would have done such and such. Yeah, fascinating. Oui, effectivement, il avait une grande influence quand la Cine Guild, donc ces 3 réalisateurs, producteurs qui s'étaient mis ensemble pour faire, il avait créé une société de production et il voulait faire un film donc sur Mary Stuart. Qui allait s'appeler donc The Gay Galliard, la joyeuse gaillarde. Et là, Noel Coward s'était exclamé qu'est-ce que vous y connaissez, vous, au costume, au film en costume, j'imagine. Donc il était totalement contre, et c'est vrai que David Lean prenait beaucoup en compte son avis. Il passait beaucoup de temps à dire voilà, Noël aurait fait comme ci, il aurait fait ci, il aurait fait ça. Au moment où David Lean tourne Brief Encounter, il en est à son 4e long métrage, mais quel a été son cheminement pour devenir réalisateur? Par où il est passé et comment il est entré dans le cinéma? Par où il est passé pour devenir un réalisateur en 1942? So A Brief Encounter is David Lean's 4th film, feature film. This one. Oh yeah. So what was his training and his professional pathway to become a director? Where did he come from professionally? David Lean had a boring upbringing in suburban Croydon, and all the time he tried to get his parents to go to the cinema, but they were Quakers and they didn't believe in the cinema. And he said he remembered taking them to the Marble Arch Pavilion to see a Van Dyck picture about the South Seas, and on the way home the mother said, "You know, David, I can't stand those coloured people." And you can imagine what that felt. Anyway, he battered his way into the studio where Hitchcock was, which became BBC Television in Shepherd's Bush. He became a really first-rate editor who trained many other editors. And then he became a costume mistress on a film about the charge of the Light Brigade. He was always looking at how they did it, and he was absolutely mad about Rex Ingram and Alice Terry and their studio in the south of France, which enabled them to do anything they wanted. But when I was doing the book, I contacted MGM and I said, I think we owe it to this man to let him see Mare Nostrum, which was a film about U-boats in the First World War and the disastrous effect they have on the people that they wiped out. And I was rather taken aback because he had an absolute addiction to Ingram. And Rex Ingram. who was also very anxious to get the most beautiful looking footage. And he said, it reminds me of a lantern lecture, which killed me because I'm very interested in Rex Ingram too, and think his Four Horsemen of the Apocalypse, I was lucky enough to
be able to restore and to look at very, very closely. And believe me, it was not just Lantern lecture stuff. So he, yes, sorry, I'm getting carried away. David Lean a eu une enfance très ennuyeuse dans la banlieue de Croydon. Lui, il voulait absolument aller au cinéma, mais ses parents étaient contre parce que c'était des Quakers et ils disaient qu'ils ne croyaient pas au cinéma. Une fois, il a réussi à traîner ses parents, ou sa mère en tout cas, voir un film de Dick Van Dyke, avec Dick Van Dyke, et en sortant, sa mère lui a dit « Tu sais que je ne supporte pas ces gens de couleur ». Donc autant dire que le chemin a été long. Il s'est battu pour entrer, pour pousser la porte des studios, qui étaient à l'époque les studios de Hitchcock, qui sont devenus les studios de la BBC à Shepherd's Bush. Et là, il est devenu l'un des monteurs les plus en vue. Il a d'ailleurs formé d'autres monteurs. Il a ensuite été costumier, mais il avait toujours le regard tourné vers l'Amérique, comme Hitchcock d'ailleurs, et vers aussi donc Rex Ingram et les studios qu'il avait dans le sud de la France. Et donc, on voulait absolument lui montrer Mare Nostrum. Quand il a vu le film, pour moi j'étais très étonnée de voir à quel point il était justement obsédé par Ingram et par cette envie de faire des belles images. Et pour avoir moi-même restauré les 4 cavaliers de l'Apocalypse, je peux vous dire qu'effectivement ces images étaient somptueuses. Voilà, qui étaient des films de Rex Ingram, qui était un grand cinéaste du temps du muet. Sometimes when I was interviewing him, David Lean, yeah. he'd get carried away onto another subject, and he'd say, "Kevin, what do you think of Powell and Pressburger?" Which is a very difficult question to answer straight to him. So I tossed the question back, and he said, well, of course he edited 49th Parallel, and I think he was both frightfully jealous of Powell, resentful, and full of admiration, which is a difficult position. Et quand je l'interviewais, quand on faisait nos entretiens pour le livre, David Lean se laissait souvent emporter d'un sujet à l'autre, et d'un seul coup il me lançait comme ça, alors qu'est-ce que tu penses de Powell et Pressburger? Et donc, parce que lui-même... Vas-y, pardon. Et il avait lui-même monté le 49e parallèle, et c'était quelqu'un donc Powell, à la fois qu'il craignait, qu'il jalousait et qu'il admirait grandement. Voilà. Le 49e parallèle étant un film de Michael Powell et Emmerich Pressburger, donc autre on peut dire couple de cinéastes anglais, contemporains absolument de David Lean, et qui dans l'après-guerre aussi ont fait des films absolument étonnants, et dont effectivement David Lean pouvait être en partie jaloux. Add this, he said, I used to go down the corridors of Denham, and Carol Reed would pass, and he said, why don't you fall under a bus? Et en croisant Carol Reed dans un autre couloir, cinéaste anglais, qui lui disait pourquoi tu ne vas pas sous un bus? À propos de Griffin Conjure, on l'a à peine évoqué, mais est-ce que le film, quand il est sorti en 1945 en Angleterre, est-ce que le film non seulement a été un succès public, mais est-ce que le film a fait scandale? When the film was released in Britain in 1945, was it a success, a public success? And also, was it seen as a film, an outrageous, a scandalous film because of adultery in it? No, it was a great success. And as you see in New York, it was a great success. And I think the censors laid their hands off it because they realized it was what the French call a successive esteem, success d'estime. Succès d'estime. Yes. yeah. Yes. But in England, it has been was. A scandal. Alors en fait, les censeurs, c'est ça, ça a été un très gros succès public, et qu'au bout d'un moment, les censeurs ont fini par lâcher la bride parce que c'était un tel succès d'estime. No. Yes. It wasn't
the sort of American scandalous film that you got in the 70s and times like this. I think it was regarded with respect and affection. Donc c'est pas un film qui a vraiment fait scandale comme certains films dans les années 70 aux États-Unis. C'est un film qui a toujours suscité voilà, du respect et les gens se sont pris d'affection pour le film. Except by the British working class maritime population. Sauf par donc la classe ouvrière, notamment de dockers et de marins. Est-ce que les deux acteurs principaux, Trevor Howard qui joue Alec et Celia Johnson, ont été choisis d'emblée par David Lean? Est-ce que c'était ces acteurs-là qu'il voulait? So the two main actors in this film, do you know if they were cast from the beginning, from the get-go, were chosen by David Lean specifically for the parts that they're playing in the film? Yeah, if I had read the cast list, I wouldn't go and see this film because they were such stereotypes. But it just shows what a director he was, that he was able to push them a bit to play in the refreshment room. And I have very good news for you all. The refreshment room has been utterly and completely restored at Carnforth Station in Lancashire. Tourists supported. Donc, en fait, oui, c'est vrai que ces acteurs sont étonnants et ça montre le talent de réalisateur et de directeur d'acteurs de David Lean, parce que moi, si j'avais lu juste la distribution de ce film à froid avant de voir le film, j'aurais pas forcément eu envie d'aller le voir, parce qu'ils incarnaient un peu des stéréotypes, des clichés de l'époque, et c'est David Lean qui a réussi à les pousser. Pour qu'il joue cette intensité dans cette buvette, ce buffet de gare. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, le buffet de cette gare a été entièrement restauré. Donc ça, c'est une gare du Lancashire. Et c'est donc il y a eu une levée de fonds par des amoureux du film pour apparemment restaurer ce buffet de gare. Toujours en continuant sur les acteurs, est-ce que ça veut dire que David Lean, quel type de directeur d'acteur était-il? Et est-ce qu'il obligeait les acteurs à faire par exemple plusieurs prises pour une seule et même séquence? C'est-à-dire que, est-ce que par exemple Trevor Howard, il l'a poussé en quelque sorte dans ses retranchements pour obtenir cette subtilité de jeu? So, how did David Lean direct his actors? Do you know? Did he force them to do several takes for the same shot or the same scene? For instance, did he push Trevor Howard a lot towards his limits to have this nuance and very subtle performance? Yes, Trevor Howard sometimes needed pushing. He was in the film I cut called Charge of the Light Brigade, and he was drunk a lot of the time, as we said, fell off his horse in the riot scene. But David Lean had there was a movement around the 60s in which directors were supposed to create the mood and then respond. And the director doesn't say, well, pick up your arm and put it on that shelf, you know, as they used to do. And he tried to do that very loyally. I thought that was very interesting. I don't think he went to the theatre very much. I don't think he studied it. I think he really had it instinctively. But the editing, oh my God. Oui, c'est vrai que Trevor Howard avait besoin parfois d'être poussé, parce que c'était un acteur qui pouvait être compliqué sur les tournages. D'ailleurs, un film sur lequel j'ai travaillé qui s'appelle donc Change the Light Brigade, il était tout le temps ivre sur le tournage, il tombait de cheval pendant une scène d'émeute. Et donc David Lean, il y avait à cette époque-là, donc au début des années 60, une nouvelle tendance pour diriger les acteurs où on se disait que le réalisateur devait créer une ambiance
et que à l'intérieur de ça, les acteurs pouvaient réagir d'eux-mêmes sans que on ait besoin de leur donner des consignes un peu froides, des indications de mouvement par exemple. Et ça, David Lean l'a fait de façon assez... voilà, il a fait ça avec ses acteurs. Il n'avait pas lui-même étudié le théâtre, je crois que ça lui venait instinctivement. It must be admitted that he had his pets, and he had a sadistic streak which he would exercise on the villains to him, who weren't with the project, who just turned up for the check. Et il avait un peu ses chouchous, hein, David Lean, et il aimait bien exercer son sadisme sur les personnes qu'il estimait pas assez impliquées dans le projet, sur ces bêtes noires et ceux qui venaient juste chercher leur chèque. Parce qu'on l'a peut-être pas assez dit, mais quand vous avez décrit la formation de David Lean, vous avez dit son milieu Quaker, mais aussi sa détermination à faire du cinéma, c'est qu'en fait David Lean est quelqu'un qui, très jeune, est devenu totalement amoureux du cinéma dans toutes ses dimensions. Technique, esthétique, c'était un fou de cinéma. Et en exergue du livre que vous lui avez consacré, vous le citez, disant à peu près « Heureusement que les producteurs n'ont jamais su que je les aurais payés pour faire ce qu'ils m'ont laissé faire. » So maybe this hasn't been said enough, but when you were talking about David Lean's training in film and his determination to make films, it's very clear that he fell in love with cinema very, very young in all its aspects of cinema. And there's a quote in the book where you say that David Lean said, "Thank God the producers didn't know that I would have paid to do what they let me do." Yes, he was assistant director to a lot of quite talented, I mean, quite frankly, Britain justified what Truffaut said about British cinema was a, what was it? British cinema was a... Truffaut était très critique à l'égard du cinéma anglais en disant d'une certaine manière qu'à part Hitchcock, le cinéma anglais n'existait pas. Il n'avait aucune chance d'exister. Yeah, Truffaut said that apart from Hitchcock, maybe British cinema wasn't worth existing or didn't really exist. Et du fait en particulier du climat qui rendait toute fiction impossible là-bas. Especially because of the climate, the weather that made it impossible to produce any film there. Yeah. Yes. Donc oui, il a été assistant réalisateur, David Lean, de réalisateurs très talentueux en Angleterre aussi. He worked on Elizabeth Bergner films with the husband who was the director, and I can't remember Paul his name. Sinner. What? Paul Sinner. Paul Sinner. Paul Sinner, Yes. Elizabeth Yes. Berger. But he didn't get terribly excited about German films like all the rest of us did. Although I'm glad to say, as far as French films, he did go and see Napoleon and was extremely impressed. Oh, great. I'd love to have got a shot of him against that gigantic screen. Donc oui, il a travaillé sur donc un film de Paul Sinner et L'actrice, oui, Elizabeth Berger. avec Elizabeth Berger, et donc il n'était pas du tout aussi emballé pour le coup par les films allemands, mais en revanche en termes de cinéma français, il a vu Napoléon, il a été totalement bluffé, époustouflé par le film. Le Napoléon d'Abel Gance. Je poserai une dernière question et peut-être je prendrai, si vous en avez, quelques questions pour Kevin Brownlow. Vous évoquez le Napoléon d'Abel Gance, c'est-à-dire un cinéma, comment dire, spectaculaire de la fin du cinéma muet, le gigantisme. Et David Lean est connu pour les grands films qu'il a fait dans les années 50 et 60, Le Pont de la rivière Kwai, Laurence d'Arabie, Docteur Zhivago. Est-ce qu'il se sentait à l'étroit dans le cinéma et dans la société anglaise? Est-ce que le cinéma et la société anglaise le limitaient? Et que c'est pour ça qu'il s'est dirigé vers une carrière internationale, parce qu'il avait, j'allais dire, en tête un cinéma aussi grand que celui d'Abel Gance.
You were talking about Napoleon from Abel Gance, which is very spectacular, epic cinema of gigantism in a way. And David Lean's, he's made 3 films that are as epic as that: Lawrence of Arabia, Dr. Zhivago, and Bridge on the River Kwai. Do you think that maybe he felt constrained or limited in British film and what he could do in Britain, and that's why he turned towards an international career to make films as big as Napoleon by Abel Gance? Yes, I'm quite sure that was. I mean, I've been in the British film industry since 1955, and trying to get projects off the ground is impossible even now. But he was surrounded by some marvelous people. In fact, in a care home in Denham, his closest associate producer, Norman Spencer, has just turned 106, and he was the most knowledgeable and prolific narrator of Lean's career that I met. It was simply marvelous. I mean, they were in the Medway trying to make Great Expectations on the marshes, and this man, Norman Spencer, acted like David Lean since he wasn't there, and he rented a landing craft to move the crew across the canal. That is so impressive, isn't it? Wonderful. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, je pense que c'était vraiment ça. Moi qui suis dans le cinéma, qui essaie de faire du cinéma depuis 1955, et je suis encore en train d'essayer de monter des projets, et c'est vraiment quasi impossible en Grande-Bretagne. Lui, heureusement, il a été entouré de gens merveilleux, par exemple un de ses producteurs associés, Norman Spencer, qui vient d'avoir 106 ans, et qui est l'un des conteurs de la carrière et de la vie de David Lean les plus calés et les plus prolifiques. Pour tourner Les Grandes Espérances, a un petit peu est intervenu parce que ça se tournait dans les marécages sur des canaux, et il a loué du matériel extrêmement lourd pour, il est très très encombrant, de gros matériel pour faire déplacer les équipes à l'intérieur de ces canaux. Donc du grand spectacle même pour faire le film. Apart from marital problems, of which there were many, I think the greatest blow was in New York when he showed the film to the critics, and they savaged him. And you wondered what it was about him that upset them so much. Great Expectations? No. Oh, Ryan's daughter. Ryan's. At the moment in 71 with after Ryan's daughter. Yes. Ah. Yes, absolutely. Oui, donc, et le plus gros coup dur dans sa vie, à part peut-être les problèmes maritaux, c'est quand il a montré La fille de Ryan, et que les critiques l'ont totalement assassiné sur ce film de façon un peu... En fait, c'est une histoire qu'il faut juste un peu déployer. Et, en 1971, donc, La fille de Ryan sort aux États-Unis, et c'est un succès public. Mais la critique, disons, de l'époque, déteste le film. Et il se produit un événement que David Lean a raconté, qu'il a traumatisé. À l'hôtel Algonquin de New York, il y avait une réunion de critiques où, je ne sais pas, David Lean a été convié, voire sommé de se rendre. Et David Lean a dit, dès que je me suis assis, j'ai su que ça allait mal tourner. Et pendant 2 heures, il dit, ils m'ont mis en pièces. Donc c'était à l'époque Richard Schickel et Pauline Kael, visiblement, qui étaient les plus vindicatifs, et ils lui ont demandé, grosso modo, comment se faisait-il qu'il avait pu, lui qui avait fait des si grands films auparavant, avait pu faire un film comme La fille de Ryan. Et David Lean a dit, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, qu'il n'avait pas tourné entre 71 et le début des années 80, puisqu'il va faire son dernier film, La route des Indes, en 84, qui sortira en 84, et il dit, j'ai été tellement traumatisé que, en fait, j'ai pas fait de film pendant des années. Il a dit à ses pourfendeurs, il leur a dit, mais finalement,
La seule chose qui vous ferait plaisir, c'est que je fasse des films en 16 mm et en noir et blanc. Et Pauline Kael lui a dit, on vous laisse la couleur. I just sum up the horrible night David Lean spent at the Algonquin Hotel with the critics, And the critics in tore 71. him apart in his presence, apparently, after they called him to attend a meeting of critics, and they started tearing him apart and saying that they were wondering how such a great filmmaker who made such great films could have made this horrible Ryan's Daughter film. And apparently David Lean's daughter said that he was so traumatized for years after that, that's why he didn't shoot until the early 80s, right? Yes, he was so upset. Your microphone. He was indeed so upset. You wondered, with his glorious background, it's like meeting Napoleon, who's having a bad hair day over some minor skirmish. He was terribly upset by it, and critics don't know the damage they do to these extremely talented but very, very sensitive artists. Oui, parce que voilà, après la filmographie ou la carrière aussi glorieuse qu'il avait, ça a été terrible pour lui. Les critiques parfois ne se rendent pas compte à quel point du mal qu'ils font à des gens d'aussi grand talent, mais qui sont des gens très sensibles. Peut-être une dernière question, Kevin. Une dernière question. Est-ce que j'ai l'impression, mais peut-être je me trompe, que en fait, David Lean a fait le nombre de films que l'on sait, mais que dès le début et jusqu'à la fin, tous ces films ont été des succès publics. Est-ce qu'il a eu un échec public dans sa vie de cinéaste? So it feels like all the films that he made, David Lean, from the very start of his career, were great successes. Always had public success. Did he have a film that was that failed at the box office? Oh, damn, I knew you'd ask me that. I'm trying hard to think what it was. I'll drop you a note when I think of it. There's the trouble of getting to this age, is the memory is simply hopeless. Ben, j'ai l'impression qu'en fait, bon, bien sûr, tous ces films ont été des grands succès. Et par exemple, Dr. Zhivago, il a dit lui-même que ce film lui avait rapporté plus que tous ses autres films, tellement ça avait été un succès. It feels like all his films had so much success. Even like Dr. Zhivago, he even said that at some point that the film was more successful than all his other films combined. Is that true? Yes, yes it did. Because MGM behaved themselves financially. I must tell you that my filmmaking partner, Andrew Mollo, at 23 years old, his father was a technical advisor for the Tsarist era in Dr. Zhivago, and he became fed up with it and ill, and offered his son. And his son was asked by David Lean, I want a song that was sung in this period, political and all the rest of it. And Andrew shot back to England, found absolutely the perfect. They recorded it, put it on, re-recorded it and put it on loudspeakers, and it came crashing out, and everybody froze because it was one of the most forbidden songs in the Spanish Civil War. So they had to change the whole thing as far as the soundtrack was concerned, anyway. But also what was amusing, the authenticity was very strong in his films, but when Andrew's father arrived on the Moscow set, he said, you must think that we are very dull, because actually all the houses are different pastel colours. So they had to repaint the entire... They must have loved him. Oui, alors si c'est vrai que ce film a été un énorme succès, c'est parce que la MGM a bien tenu les cordons de la bourse et voilà, financièrement c'est bien comporté.
Et donc mon partenaire d'écriture, Andrew, son père a été donc conseiller technique sur Dr Zhivago, sur l'Empire russe. Et il est tombé malade, et donc il a envoyé son fils à la commande de David Lean, trouver une chanson, un type de chanson, un chant un peu militant qu'on pouvait chanter à cette époque-là. Donc il est retourné un peu en catastrophe en Angleterre, et il a trouvé une chanson qu'il a enregistrée et qu'il a passée. Et tout le monde s'est figé au moment où il a passé cette chanson, parce que c'était une chanson interdite vraiment de la guerre civile espagnole. Donc il a fallu vraiment tout changer à ce moment-là, dans la musique en tout cas. Mais oui, l'authenticité est très... Il y a un besoin d'authenticité très fort dans ce film, par exemple. But Lean did not give Andrew a credit. Oh, Mais Lean, à aucun moment n'a rendu à Andrew ce qui était en... Il n'a même pas accrédité. On va sans doute s'arrêter là, parce qu'on pourrait continuer, mais on va s'arrêter. Mille merci. Mille merci. Mille merci. Et je ne peux que vous conseiller la lecture, évidemment, de la biographie de David Lean par Kevin Brownlow. C'est un vrai roman. Les gens se débrouillent. Ils vont la trouver.